Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le sommet Union européenne-Union africaine s'ouvre à Abidjan ce mercredi 29 novembre. 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe sont attendus pour des discussions qui devraient être dominées par les questions d'immigration et de sécurité. Ces sommets qui ont lieu tous les 3 ans sont le cadre de concertation mis en place entre l'Afrique et l'Europe. C'est donc ce matin que s'ouvre ce sommet, le cinquième sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne. Les chefs d'État ont commencé à arriver depuis hier. Vous le voyez en image, la chancelière allemande, les présidents comoriens, tunisiens, nigérians, sénégalais et une dizaine d'autres ont déjà atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les autres arrivent ce matin même avant l'ouverture. Je le rappelle, ils sont 83 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe. Le sommet UA-UE, on n'en parlera jamais assez, s'ouvre donc ce matin. Le président du comité d'organisation de ce sommet, le ministre des Affaires étrangères, multiplie les activités. Il était hier sur le plateau du 20h en compagnie de Marie-Laure Ongoran. Je vous propose un extrait de son intervention. Côte d'Ivoire a accueilli aujourd'hui le président Alassane Ouattara, déjà près de 14 chefs d'État. La plupart des ministres des Affaires étrangères sont présents puisque nous avons eu notre réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne. L'organisation se passe relativement bien, les gens sont satisfaits, ils sont contents d'être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, est en train de regagner son renom. Le taux de participation au niveau chef d'État et chef de gouvernement est record. Si vous prenez l'Afrique, il y a 55 membres. Sur 55 membres, 43 chefs d'État et de gouvernement seront présents. L'Union européenne, c'est 28 membres. Et sur les 28 membres, 16 chefs d'État et de gouvernement seront présents. Le président de la République aura des rendez-vous bilatéraux avec la plupart des chefs d'État qui sont déjà à Abidjan. Ensuite, il offrira un déjeuner en l'honneur de ses hôtes. Puis, ça sera la cérémonie d'ouverture autour de 14h30 qui sera ponctuée par un certain nombre de discours, dont celui de bienvenue du président de la République, évidemment le président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union européenne, etc., le secrétaire général des Nations unies. Et puis, la photo de famille. Et après, on rentre dans le huis clos. Le thème de ce sommet, c'est « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Donc la jeunesse sera au cœur des discussions. La jeunesse sera au cœur, donc l'emploi, la migration, la modernisation de nos économies pour créer plus de plus-value, plus grande transformation de nos matières premières sur place, création d'emplois, etc. Et éviter aux jeunes ce phénomène migratoire qui se termine de manière dramatique dans la Méditerranée. Il y aura une déclaration d'ailleurs sur la situation des migrants en Libye à l'issue du sommet. Donc, madame, les sujets sont importants. Il s'agit de redéfinir notre partenariat et de faire comprendre que l'Afrique aspire maintenant à un développement, mais un développement différent de par le passé. Nous voulons transformer sur place nos matières premières et créer des emplois pour nos jeunes, récupérer la plus-value qui se faisait en dehors de nos pays jusqu'à maintenant. Ce sommet d'Abidjan est donc le rendez-vous par excellence de la diplomatie, mais il est surtout et incontestablement une foire d'opportunités économiques pour certains opérateurs, grands comme petits, exerçant dans l'hôtellerie, la location de biens et de services aux vendeurs d'œuvres d'art. Tous ont là l'occasion de faire les meilleures affaires. Incursion dans ce petit monde qui profite directement de la tenue de ce sommet ici même à Abidjan. À la veille du sommet des chefs d'État de l'Union européenne et de l'Union africaine, les visites s'enchaînent au parc automobile de Amadou Doumbia. Il vit en ce moment l'un des plus beaux moments de sa longue carrière de vendeur et loueur de voitures. La location, là, les véhicules sortent beaucoup et ça marche très fort pour nous. Parce que l'État nous a approchés, les personnalités nous ont approchés et on fait de la location. La tenue du sommet des chefs d'État à Abidjan est pour lui du pain béni. À la faveur de cet événement, Amadou Doumbia a déjà loué une vingtaine de voitures. Bon, en tant qu'opérateur économique, nous souhaitons d'avoir des sommets comme ça en Côte d'Ivoire, parce que ça rehausse l'image même du pays. Et ça nous arrange, nous, en tant qu'opérateurs économiques, c'est la période de vache grasse. Une période faste
Un business rentable pour Amadou qui se garde tout de même de communiquer sur le bénéfice qu'il réalise actuellement. Des véhicules pour assurer les déplacements des participants au sommet, mais également des chambres d'hôtel pour se loger. Cet hôtel en zone 4 a été sollicité pour accueillir 4 délégations étrangères. Cette chambre, c'est une chambre ministérielle. Et là, on a le vice-ministre du Nigeria qui a réservé la chambre là, pour le sommet. Donc on l'attend. Il y a toute son équipe qui est déjà là, le médecin et ses accompagnateurs, tout le monde est là. C'est lui-même que nous attendons comme ça. Marcel est le directeur de cet hôtel-là. Il se réjouit de cette opportunité d'affaires pour son établissement. On a vraiment une réservation qui dépasse les limites. Nous disons merci au gouvernement de vouloir nous permettre d'essayer de pouvoir faire un peu de rentabiliser un peu nos caisses. Dans cet hôtel où les prix des chambres oscillent entre 50 000 et 85 000 francs CFA, ce sont 60 chambres qui ont été réservées pour les participants au sommet. Pour Gouro Yatassay, vendeur d'articles divers au centre artisanal d'Abidjan à Makori, le sommet des chefs d'État est également synonyme de bonnes affaires. Le centre artisanal, c'est surtout les étrangers qui viennent vraiment nous voir et puis on fait de bonnes affaires avec eux. Mais dans ce temps, puisqu'il y a le sommet Union africaine et Union européenne, vraiment dans ce temps, on voit vraiment des étrangers qui viennent et qui font vraiment tout le monde fait vraiment des affaires avec eux. Gouro est un habitué des grands événements organisés à Abidjan. Chaque fois quand les étrangers viennent et puis on fait des affaires. Avec la francophonie, on a fait beaucoup d'affaires aussi avec les étrangers qui sont venus. Et voilà, on remercie vraiment les autorités. Grands comme petits, exerçant dans l'hôtellerie, la location de biens et de services ou la vente d'œuvres d'art, ils sont nombreux les entrepreneurs ivoiriens qui ont là l'occasion de réaliser l'affaire de leur vie. Le secteur de la banane en Côte d'Ivoire, c'est environ 8% du PIB du secteur agricole. La filière banane est en pleine évolution grâce au financement de l'Union européenne à travers le programme MAB, mesure d'accompagnement banane. Coût de l'investissement, plus de 29 milliards de francs CFA. Une des composantes du projet, l'insertion socio-économique de jeunes planteurs villageois. Ils sont 40 recrutés après appel à candidature. Notre reporter Noël Niagno est allé à la rencontre des bénéficiaires sur les lieux de la formation. Il a également visité les blocs en préparation pour accueillir ces futurs exploitants agricoles. On regarde. Domaine de Spadi, à une vingtaine de kilomètres de Tiassalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Ici sont en formation une vingtaine de jeunes recrutés après appel à candidature avec un niveau de bac +2. Je suis un ingénieur en électricité, auto et engin. Et la culture, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc, suite à l'appel à la candidature, je me suis engagé et j'ai été retenu. Au sortir de cette formation, je peux dire que la banane peut me permettre de même donner un avenir promoteur à mes enfants. Finalité de cette formation, faire de ces jeunes des planteurs villageois de bananes. Amener tous ces stagiaires que nous avons ici à être responsables d'un lopin de terre de 20 hectares comme directeur de plantation et chef de bloc de plantation. Voici ce qui réconcilie la théorie et la pratique. C'est pour que mon fruit ne soit pas attaqué par les chauves-souris, les insectes, que je dois le garder dans un microclimat sain pour avoir de bons doigts sur les régimes. Cette opération a lieu après l'inflorescence, c'est-à-dire juste après le comptage fleurs. Quand on finit de faire le comptage fleurs, on vient, on pose la gaine sur toutes les fleurs qui sont jetées, à partir de la cicatrice bratériale sur le tronc. Une chose est sûre, les premières fleurs sont porteuses d'espoir. Ce ne sont pas des personnes qui se sont dit on a échoué quelque part et qu'on vient. Parce que j'ai toute une gamme de personnes avec moi. Des ingénieurs en industrie comme des ingénieurs agronomes. Et encore des planteurs attitrés d'autres cultures qui veulent faire des reconversions au niveau de la banane. Coût du programme, plus de 30 milliards de francs CFA financés dans une proportion de 90% par l'Union européenne. Un investissement qui comprend, outre la formation des jeunes exploitants agricoles, la réalisation de 400 hectares de plantation, soit l'équivalent de 400 stades de football avec tout l'environnement nécessaire. Donc les 400 hectares, c'est réparti sur 2 blocs de 200 hectares chacun.
C'est 10 planteurs qui seront installés sur chaque bloc. Ces jeunes auront chacun 20 hectares à exploiter. Bon, quand les bananiers vont venir en production, il y a une station de conditionnement qui va exister. Mais les autres investissements, vraiment, c'est des écoles, c'est les infrastructures de base pour une communauté qui vont être mises en place. Impact du programme, doper la production de bananes, contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural grâce à la création d'emplois directs et indirects. Normalement, il y aura donc un peu plus de 200 travailleurs qui seront installés ici. Après, donc, tout ce qui est comme menuiserie, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est autres travaux, petits travaux d'électricité et tout ça, ça sera fait par les zones de la région. La banane dessert est une des performances agricoles de la Côte d'Ivoire. Elle pèse plus de 8% dans le produit intérieur brut du secteur agricole et la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain, premier exportateur des ACP en 2015-2016. Le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe s'ouvre donc ce mercredi matin ici à Abidjan. À quelques heures de ce rendez-vous d'envergure, tout doit être parfait, surtout sur le plan sécuritaire. Le chef d'état-major des armées, le général de division Touré Sekou, a voulu s'en assurer. Il a visité avant-hier soir le dispositif militaire de surveillance et de sécurité. Olivier Iriebi et Mamadou Kouassi l'ont accompagné pour RTI 1. 4 heures pour passer au peigne fin les sites du dispositif de sécurisation du sommet Union européenne-Union africaine qui se tient ici à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017. Du poste de commandement installé dans la commune du Plateau, 3 autres postes installés à l'aéroport, à l'Institut national de la jeunesse et des sports et à l'hôtel Ivoire. Le général Touré Sekou, accompagné par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, du directeur de la police nationale et du chef d'état-major particulier du président de la République, s'est bien imprégné du fonctionnement des dispositifs de sécurité. À l'issue de cette tournée, je peux vous affirmer que toutes les décisions sont prises par nos forces de défense et de sécurité. Gendarmerie, police, forces armées de Côte d'Ivoire, toutes les décisions sont prises pour que les événements se déroulent dans les meilleures conditions. L'opération de sécurisation du sommet baptisée Eurafrique compte un nombre important de forces de défense. L'effectif est dominé par la gendarmerie nationale appuyée par la police nationale et les forces armées de Côte d'Ivoire. Un mot d'actualité internationale pourrait fermer ce journal. Au Mali, le ministre de la Justice a démissionné lundi soir après la relaxe d'un activiste accusé de troubles à l'ordre public et démoralisation des troupes en temps de guerre. Le désormais ex-garde des Sceaux estime qu'il ne peut plus remplir correctement sa mission. L'activiste surnommé Rasbat est un symbole de la contestation pour la jeunesse. Il dénonce sur les réseaux sociaux la politique gouvernementale, en particulier tout ce qui touche à la corruption. L'année dernière, il avait évoqué les mauvaises conditions de travail des militaires maliens et le détournement de leurs primes. La Chine, alliée traditionnelle du Zimbabwe, a-t-elle été prévenue du coup de force qui se préparait à Harare pour chasser Robert Mugabe du pouvoir? Pékin fait comme si rien n'était et dit défendre son principe de non-ingérence, même si quelques jours auparavant, le chef des forces armées avait rendu visite aux hauts dirigeants chinois. Et puis pour terminer, la Corée du Nord. La Corée du Nord vient d'annoncer avoir réussi ce mercredi matin à tirer un nouveau missile intercontinental, son plus puissant jusqu'à aujourd'hui. Le régime assure même que ce tir fait de lui un État nucléaire à part entière. Ce nouveau tir, le 20e cette année, survient après 2 mois d'accalmie. Le tir a été fermement condamné par les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce matin.